Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez sur nos différents canaux de diffusion ou sur les différentes plateformes digitales, amis internautes, bonjour à vous tous, bonsoir, cela dépend de votre position justement sur la planète. Nous sommes dimanche 20 avril 2025 alors que la communauté chrétienne dans son ensemble célèbre la résurrection du Christ. Aujourd'hui, le devoir oblige, nous sommes là afin de sacrifier justement à cette tradition. Chaque dimanche, c'est politique, nous sommes là. Et l'une de ces charpentins qui forment cette émission, c'est bien sûr l'hebdo des éditorialistes. Les confrères opinent autour des questions ayant marqué l'actualité de la semaine. Et ce jour, dimanche de Pâques, nous sommes là avec nos invités en studio. Il s'agit bien sûr aujourd'hui de Armel Runkoso. Armel Runkoso, il est un analyste politique, il est le directeur de publication du magazine Le Souverain. Armel Runkoso, bonjour. Bonjour cher Mathieu Midengoï, bonjour à tous les aimables téléspectateurs de iTélé. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation ce dimanche de Pâques. Merci, c'est un plaisir et je profite d'ailleurs pour souhaiter bonne fête de Pâques à tous les téléspectateurs de iTélé. Merci infiniment pour cette disponibilité. En face de vous, c'est Eli Adeleye. Eli Adeleye, il est le directeur de publication du quotidien Détermination Info. Eli Adeleye, bonjour. Bonjour, cher Midengoï Mathieu. Bonjour à tous les amis auditrices et téléspectateurs de télé. Bonjour et bonne fête de Pâques à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre plateau. Merci à vous. Autant de fois, on ne va pas manquer de le dire. Jacques Tchekpemi Aronsou, il est journaliste au quotidien Le Matin. Jacques Tchekpemi Aronsou, bonjour. Bonjour, frères et confrères, amis Midengoï Mathieu. Bonjour également aux internautes de E-Télé. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de par leur position sur la planète. Et je souhaite bonne fête de Pâques à tout le monde. Merci beaucoup infiniment. Bonne fête à vous aussi. Et merci d'avoir accepté cette invitation ce dimanche. C'est un devoir fraternel. Mesdames et messieurs, la machine électorale est mise en branle. Sinon, le 15 avril dernier, la Commission nationale autonome Sénat a officiellement remis le chronogramme des prochaines élections générales en République du Bénin aux partis politiques, aux institutions de l'État et à l'ensemble de tous les acteurs concernés. Ce chronogramme transmis justement, ce chronogramme rendu public, j'allais dire tout simplement, quelle appréciation justement faut-il faire de la démarche, quelles sont les analyses par rapport à son fond? C'est justement de cela qu'il sera question dans la première partie de cette émission, l'hebdo des éditorialistes, avec les confrères bien présents en ce studio avec nous aujourd'hui. Nous allons démarrer par vous, Armel Runkoso, DP du magazine Le Souverain. Certes, vous avez suivi cette cérémonie plus tôt. Alors, quelle démarche, quelle appréciation faites-vous de cette démarche pour ces élections générales de 2026, si nous savons bien sûr que c'est une première République du Bénin? Merci, cher Mathieu. Vous avez bien dit, c'est une première, je dirais même une grande première, puisque il y aura des élections couplées d'abord, et après la présidentielle, les législatives et les communales, et après, juste après la présidentielle. Donc la Sénat a raison de s'y mettre très tôt, et parce que c'est le retard qui crée parfois les perturbations, ça va dans tous les sens. Donc c'est très bien de vite commencer et d'informer les partis, les responsables de partis à temps, pour que on ne soit plus étonné des dispositions et autres. Je me rappelle les élections législatives dernières, ça n'a pas été facile avec la charte, la nouvelle charte qui a été, je vais dire, pour une première fois, on a mis cela en œuvre et on a constaté qu'il y a eu plein de rencontres entre le chef de l'État et les partis et on a perçu qu'il n'y avait pas tellement la maîtrise de la chose à temps. Donc si la Sénat s'y prend vite et associe les acteurs, je pense que ça va permettre à chacun
vite s'y prendre. Parce que moi, j'ai compris lors des échanges entre des responsables de parti et le chef de l'État à l'époque que c'est beaucoup plus le temps qu'il fallait pour eux pour aller dans les quatre coins du pays, puisqu'il y a un grand nombre de délégués qui devraient maintenant signer les documents, vu qu'on veut des grands ensembles, c'est l'esprit de la loi. Maintenant, les choses ont évolué davantage avec le vote du code électoral. Et donc, pour éviter qu'on aille à l'Assemblée, on retourne vers les institutions, notamment le chef de l'État, voilà, et ce remous-là, il faut vite s'y prendre. Je me réjouis du fait qu'il y a eu un consensus autour de l'audit du fichier électoral. Je vais dire lors d'une rencontre d'ailleurs entre l'ancien président Boni Yayi et l'actuel chef de l'État, ils ont convenu qu'il y aurait audit. Et donc, sur les débats les plus importants, je trouve, il y a consensus. Et moi, je pense que avec le temps qui est mis, qui est devant nous, et je pense avec un peu avec la maîtrise des choses, la maîtrise du calendrier tel que la Sénat le fait à temps, et la vulgarisation et beaucoup plus, je vais dire, l'implication des acteurs, il n'y aura pas de problème pour autant. Merci à vous. Elie Adeleye, vous avez suivi cette cérémonie qui consacrée justement à la remise officielle de ce chronogramme aux différentes institutions de l'État, aux partis politiques et aux acteurs de la société civile également. Elie Adeleye, quelles sont vos appréciations? La même question revient à vous de cette démarche de la Sénat. Oui, la Sénat est dans son rôle. Depuis le 15 dernier, le calendrier, le chronogramme est rendu public. Chacun sait désormais à quoi s'en tenir, que ce soit les partis politiques, les différentes institutions. Chacun sait quand est-ce que les grandes messes seront dites. Chacun sait ce à quoi il doit s'en tenir. On sait désormais que ce soit les partis politiques, les institutions. Le compte à rebours a commencé au sein des partis politiques. Ça a commencé par bouger désormais. Les petits plats sont en train d'être mis dans les grands. Je crois que la Sénat est dans son rôle. Vous savez, de par le passé, le temps a failli faire défaut et ça a laissé des traces qu'on ne souhaite plus revivre. Ça a laissé des souvenirs entre griffes amers. Donc, la Sénat a quand même puisé de ses erreurs de par le passé et très tôt le calendrier est rendu public. Donc, que chacun joue convenablement son rôle pour que la messe ou les élections générales puissent bien se passer. Voilà. Jacques Aranso Tchekpemi, nous sommes à vous. Cette démarche de la Sénat, c'est venu plutôt, sinon plus vite, afin de permettre justement à chaque partie prenante de prendre ses dispositions. Vous avez aussi suivi un peu l'actualité ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Alors, merci Mathieu. Je voudrais d'abord rappeler que quand nous avons tous un projet, soit ce projet est un projet qui a une visibilité à long terme ou une visibilité, j'allais dire, à court terme. Alors, quand nous parlons du calendrier, sinon le chronogramme électoral qui est rendu public, il faut que je sois en mesure de dire que c'est une avancée démocratique de vouloir une visibilité à long terme. Ça permet aux acteurs politiques, à la société civile, en tout cas à tout le monde de se préparer. Mais il faut faire attention à l'évidence selon laquelle est-ce que les dates choisies sont des dates de taille? Est-ce que le fond même de ce chronogramme, c'est vrai, rendre public un chronogramme, c'est facile. Oui, nous ne parlons pas encore du fond de ce chronogramme. La démarche de la Sénat, celle de rendre aussitôt public ce chronogramme, c'est de cela. Il est d'abord question, il est vrai que nous allons discuter et parler aussi du fond, du contenu des différentes dates. Je suis entièrement d'accord puisque ça fait 43, 53, si j'ai bonne mémoire justement de cela.
on aimerait avoir d'abord vos appréciations, votre lecture de comment voyez-vous cette démarche de la Sénat de rendre aussi tôt au public. Je ne saurais dire comment je vois cette démarche. C'est un devoir en fait institutionnel. Si donc c'est programmé que à telle date, la Sénat doit pouvoir faire sortir le chronogramme des élections, ça ne me dit pas grand de pouvoir dire c'est bon, c'est bien, c'est déjà salutaire. Non, c'est un devoir institutionnel. Alors, si à chaque étape de l'évolution des processus, si l'institution en question arrive à faire sortir ou à accomplir son devoir, à quoi bon rester dans la doge de citoyen ou bien d'analyste pour dire bon, c'est bon ou ce n'est pas bon? C'est un devoir institutionnel, je n'ai pas d'appréciation à propos. Et pourtant, ça pouvait accuser un peu de retard avec des raisons qui seront juste des si raisons cela valables. accuse de retard, si cela accuse de retard, Oui. si cela accuse de retard, là, on trouverait maintenant de l'opprobre à jeter sur cette institution-là. C'est pourquoi j'ai dit c'est un devoir institutionnel. C'est prescrit en fait dans sa charte de fonctionnement, sinon dans son comment je l'ai dit, cahier de charge, qu'à telle date, la Sénat doit pouvoir sortir public le chronogramme des élections compte tenu des prévisions faites par cette même institution-là. Donc, je n'ai pas de lecture particulière, en fait. Ne serait-ce que vos analyses, j'allais dire vos impressions, parce que nous l'avons dit tout à l'heure, une fois que c'est bien maintenant, pourquoi il ne faut peut-être pas dire que oui, c'est bien fait de rester dans le temps, ils ont respecté la date, ils ont respecté le délai et tout, est conformément à leur cahier de charge. Dans ce pays, Mathieu, on a eu des élections. Et quand vous mesurez même la périodicité de la sortie du chronogramme, elle n'est pas la même que cette périodicité. D'accord? Ça ne m'empêche pas de dire que c'est vrai, la Sénat est restée dans le temps, la Sénat n'est pas restée dans le temps, mais comprenez simplement que c'est un devoir institutionnel. Ça fait partie des obligations de la Sénat de pouvoir sortir son chronogramme à telle date, pour tel compte. Alors, si le chronogramme est sorti à telle date, c'est son devoir. Si le chronogramme sort en retard, c'est son devoir. Moi, je ne peux pas obliger la Sénat à dire, ou je ne peux pas apprécier avec ma toge que voilà, c'est bon, c'est déjà bon que cela sorte à temps. Qu'est-ce qui faut que cela ait sorti à temps? Qu'est-ce qui faut que cela n'est pas sorti en retard? Nous sommes en avril. Nous sommes en Les avril. élections sont pour 2026. Nous ne sommes même pas encore à la moitié de cette année. On n'a pas encore fait 6 mois de 2025. Mathieu, vous et moi savions très bien que il n'est presque nulle part que ce soit dans le code électoral, dans la Constitution, qu'à telle date ou qu'à tel moment on doit faire sortir temps. Ça ne revient uniquement qu'à l'obligation, je veux dire, de la Sénat. C'est pourquoi je dis que c'est un devoir institutionnel. Qu'est-ce qui prouve? Après cette étape de la sortie du chronogramme rendu public par la Sénat, que la HAC, cette haute autorité de l'audiovisuel de la communication, pour demander accréditation peut-être, ou pour donner accréditation peut-être aux médias qui vont couvrir qu'on appelle les événements préélectoraux comme les événements électoraux. Donc c'est ma manière à moi de pouvoir apprécier la sortie de ce calendrier. Je dis, je le répète, c'est un devoir institutionnel. La Sénat a le droit ou a l'obligation de pouvoir sortir ce chronogramme dans le temps, selon ses cahiers de charge à elle. Elle a également cette obligation de sortir ce calendrier en retard selon ses cahiers de charge. Je ne trouve donc pas apprécié dans une posture de bon ou de mauvais citoyen, c'est tout. Merci. Elie Adeleye, nous savons bien évidemment que plusieurs autres institutions de l'État ont reçu ce chronogramme, justement. Jacques Tchekwe-Mipal, voilà, cite un exemple, la HAC, par exemple, qui aussi, de son côté, pour les dispositions à prendre, en tout cas, va également fonctionner à sa manière afin de permettre aux organes de participer justement à cela. Et cette démarche, une première, nous disons, puisque les élections générales, 3 élections en une même année, ça n'a jamais été le cas au Bénin. Vous, cet avis de Jacques, vous le partagez? Bon, cet avis de Jacques va surtout rester avis de Jacques. Hein. Je l'avais dit tout à l'heure que la Sénat est dans son rôle. Oui. La Sénat a rendu public le chronogramme. Oui. Moi, personnellement, je tiens quand même à dire merci pour cet engagement qu'a pris la Sénat, Oui. pour ne plus nous permettre d'avoir des commentaires inutiles après les élections. Vous savez, lorsqu'on se réfère aux élections passées, vous savez comment est-ce que nous avons apprécié l'après-élection. Par la suite, on a commencé par parler d'erreurs mineures. Donc, je disais tout à l'heure que la HAC a pris en compte les erreurs qu'elle a commises de par le passé. Elle ne voudrait plus que les mêmes faits produisent. La Sénat a compris qu'il faut aller très, très vite, mais bien.
Vous voyez, les partis politiques sont désormais informés, les institutions sont désormais informées. Pour moi, c'est déjà bien. Mais c'est quand même, nous sommes encore au début. C'est à cela que je suis tenté de rejoindre Jacques. Nous sommes au début. Ce n'est pas le début qui compte, mais plutôt la fin. Quand on a bien démarré, mais que chacun joue convenablement du moins son rôle pour que ça se passe bien. Pourquoi? Parce que c'est une première. On a la Sénat a l'expérience qu'il faut. Mais cette fois-ci, c'est 3 élections qui seront organisées. Donc, c'est une innovation. Que cela se passe dans les règles de l'art pour que avant, pendant et après les élections, que les Béninois puissent se serrer la main, qu'on soit fiers de cette institution que nous avons. Alors, je viens avoir Mel Roncoso, l'angle qu'a abordé Jacques, quand ceci en tout cas, tout rapidement, table avant de continuer cette émission et tout, la Sénat a tout fait de rendre public ce document aussi très important, un pas décisif que vous avez apprécié, mais Jacques revoit ça de notre œil. Bon, il n'est pas contre, mais il dit que c'est leur devoir. Et quand vous faites votre travail, on n'a pas besoin de vous féliciter. Je suis d'accord, mais vu le passé auquel nous sommes habitués, je félicite tout ce qui a été fait déjà auparavant, mais le retard est quelque chose de fondamental. Il y a des problèmes qui sont beaucoup liés au retard et parfois on ne comprend même pas que c'est le retard et on pense que c'est parce que quelqu'un était favorisé ou autre, alors que parfois c'est parce que les gens qui sont à l'opérationnel n'ont pas véritablement eu le temps de préparer les choses. Donc, il faut déjà saluer cela et dire que notre pays, quoi qu'on dise en matière je vais dire, la démocratie, en matière d'innovation sur le plan politique, notre pays montre du leadership. Donc, une fois encore, nous sommes en train d'innover. Et quand vous voulez innover, il faut s'y prendre très vite. Donc, moi, je reste dans ma posture, je salue ça et espérons que l'approche soit toujours inclusive. Notamment, il faut un regard de la société civile et puisque il est bon de détailler le programme, de le révéler très vite, ça permet aux gens de comprendre que oui, ça y est, ça commence. Maintenant, il faut qu'il y ait vraiment l'approche inclusive autour de tout ce qui se fera. C'est ça vraiment qui va permettre la clarté, c'est ça qui va permettre que au lendemain des élections, que personne ne commence à se soulever. Alors, le président de la Sénat, Sakala Fia, a indiqué que 53 activités sont programmées pour les élections communales et législatives, tandis que 38 actions jalonneront le processus menant à la présidentielle. Le fond de ce document, nous allons revenir à cela à présent. Elie Adeleye, quelle appréciation, sinon quelle lecture, faites-vous en un premier temps du contenu justement de ce chronogramme? Bon, c'est un contenu qui s'avère très alléchant. La Sénat, je l'avais dit tout à l'heure, la Sénat est une habituée des faits. Cette fois-ci, on a 3 élections qui vont se passer en deux. En deux, pourquoi les élections législatives et communales vont se passer le même jour. Après cela viendra l'élection présidentielle. Donc, le contenu, c'est vrai qu'il y a d'autres activités que je n'ai pas évoquées. Oui. C'est un contenu assez lourd, qu'on aille à l'essentiel et qu'on le fasse dans les règles de l'art. Vous savez, lorsque vous êtes journaliste, vous avez envie d'avoir des informations. Pour le moment, c'est la Sénat, tous les regards sont du moins tournés vers la Sénat. Donc, c'est un calendrier que nous allons suivre de près. Lorsque ça ne va pas acquérir l'assentiment on va pas manquer de le dire, mais que la Sénat également puisse nous permettre de vendre cher, tel que nous avons l'habitude de le faire, que nous puissions vendre cher l'image du Bénin, même au-delà des frontières nationales. Donc, c'est un calendrier assez lourd, que chacun joue convenablement son rôle, que toutes les activités se passent
et que cela acquiert l'assentiment de toutes les parties prenantes entrant dans le cadre de cette sélection. L'objectif justement de cette activité, c'est de permettre à toutes les parties, à toutes les institutions armées, les consorts, de prendre connaissance de ce document, de savoir s'y prendre, en tout cas, que faut-il faire afin de rester dans le temps, ce document armé. Oui, ce qu'il faut faire, ils ont commencé à le faire. Ils ont montré que voilà, ça y est, on ouvre la porte au débat. Mais je pense que dans le fond, tout ne dépend pas de la Sénat, puisqu'il y a un code qui est toujours en débat au niveau des partis politiques. Et je voudrais vraiment exhorter les différentes sensibilités politiques à continuer à s'entendre. J'ai aimé les rencontres qu'il y a eu entre l'ancien président Boni Yaye et le président Talon, qui d'ailleurs ont abouti à l'audit du fichier. C'est une décision quand même importante. Et donc, quelque chose peut être toujours fait. Si des acteurs majeurs pensent que avec le code actuel, il faut revoir un peu certaines choses, certaines dispositions, ça peut toujours, ils peuvent obtenir des choses, ils peuvent obtenir gain de cause, mais évitons d'un cas ou de l'autre, évitons le jusqu'au-boutisme. Il faut négocier. Il faut négocier et pour que ça aille vite, pour qu'on n'aboutisse pas à ce qu'on a eu à la veille des élections dernières, cher Mathieu, où le président de la République les a renvoyés à l'Assemblée. À l'Assemblée, ils n'ont pas pu s'entendre. Et voilà, ça, c'est pas une bonne impression. Ça ne donne pas une bonne image pour une démocratie qui est comme la nôtre, que les gens veulent toujours copier. C'est une innovation, ce qui est en train de vouloir, ce qui se fera et qui a commencé d'ailleurs à se faire. Mais je pense que les acteurs politiques, pour ne pas étouffer le bon déroulement, pour que à la Sénat, que ça devienne houleux, il faut continuer à se parler à l'Assemblée. C'est des députés qui sont ensemble et qui vivent ensemble et dans les coulisses qui se voient. Sur l'essentiel, tout au moins, je sais que chacun a sa... La politique n'est pas un jeu d'enfant, chacun a sa sensibilité politique, mais sur le gros, sur l'essentiel, ils peuvent toujours négocier et obtenir un consensus assez vite pour ne pas perturber cet élan de la Sénat. Et je parie que la bonne organisation de ces élections montrera, le Bénin sera une fois encore doigté demain, je parie, parce que il y a quelque chose de fondamental qui me sidère, c'est de rationaliser les dépenses. En une année et presque dans le trimestre, on a fini avec 2-3 élections majeures. Je trouve que les gens voudront copier. Et si on doit nous copier, il faut que l'élan que la Sénat vient de donner, que les acteurs politiques ne perturbent pas, qu'ils se voient, qu'ils se parlent. S'il y a quelque chose à faire à l'Assemblée, que ça se fasse assez tôt pour ne pas perturber l'action en cours. Il n'y a pas que les partis politiques, il n'y a pas que les acteurs politiques, il y a également les institutions d'État et d'autres acteurs impliqués à cela. Nous avons compris que justement votre prise de parole s'est orientée uniquement vers les acteurs politiques et tout, alors qu'il n'y a pas que les acteurs politiques. La preuve, j'ai cité un exemple, la HAC par exemple aussi, qui joue un rôle important dans le bon déroulement d'une élection. Oui, mais oui, vous avez raison Mathieu, mais en réalité, l'institution phare en matière de contenu, de disposition électorale, c'est l'Assemblée nationale et il n'y a que des politiciens, presque que des politiciens, vous n'allez pas dire le contraire. Donc, les autres, je pense que c'est à titre informatif
que la Sénat pourrait demander à la RAC, par exemple, écoutez, allez vite pour que les médias soient accrédités, pour que vous puissiez réguler à temps. Mais ceux qui peuvent impacter, peuvent faire des injonctions à la Sénat, je pense que c'est beaucoup plus encore les politiciens. Voilà. Alors, Jacques Tchekpemi Avonso, c'est de permettre à chaque acteur impliqué dans le système de suivre rigoureusement le déroulement du processus électoral et de s'y préparer efficacement. C'est l'objectif que vise justement la Sénat. Le fond de ce document, Jacques, nous en parlons avec vous. Justement, Mathieu, vous savez, c'est en fait ce sur quoi je m'attendais au début de mon intervention sur ce plateau. Oui. Vous saviez, un chronogramme annoncé n'est pas un engagement, sinon, n'est un engagement absolu s'il est encadré par des mécanismes de veille citoyenne et d'adaptabilité institutionnelle. Qu'est-ce que je voudrais dire en ce sens? Est-ce que réellement ce calendrier a associé toutes les parties prenantes avant d'être né? Sinon, est-ce que la Sénat a véritablement associé toutes les parties prenantes avant de pondre ce calendrier? Ce calendrier naît, selon moi, personnellement, avec une petite incohérence qui semblerait peut-être banale, mais pas banale. Quand je prends les 2 avant-dernières activités, sinon tâches, établies dans ce calendrier propre, vous savez, aux élections communales et législatives de 2026, cette activité-là, ou cette tâche-là, qui aura lieu le 12, si j'ai bonne mémoire, le 12 janvier 2026, l'activité 51 fait mention de la publication des résultats définitifs de l'élection des membres des conseils communaux. Or, ce n'est pas à la Sénat de proclamer les résultats définitifs. Pire, cette activité aura lieu sans même la publication des résultats provisoires par cette même institution-là. C'est incohérent. La 52e activité, sinon la 52e tâche, dit ou fait mention de la publication des résultats provisoires des membres de l'Assemblée nationale. Ceci voudra dire que la Sénat, elle, reconnaît qu'elle pourra publier les résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée nationale et laisser place à la Cour constitutionnelle à qui le droit est revenu de proclamer les résultats définitifs. Quand bien même a pris cette responsabilité de pouvoir dire qu'elle publiera de façon définitive les résultats définitifs, bien sûr, des membres élus conseillers communaux. C'est incohérent. Et c'est une preuve palpable que toutes les parties prenantes de cette institution ne sont pas associées. Puisque c'est semblable à une épreuve d'examen. Quand vous sortez une épreuve d'examen pour des candidats sur le plan national, et on arrive à trouver une virgule erronée qui n'a pas sa place à la place où cette virgule est. Des directeurs départementaux sont interpellés, des inspecteurs sont interpellés. En fait, tout un atelier est interpellé. De cette même manière, il faut qu'on interprète cette Sénat-là. Et là, c'est ça, moi, je trouve que c'est incohérent et je trouve que toutes les parties ne sont pas véritablement associées. Et comme ça, c'est-à-dire, il faut que nous fassions une attention. Il faut que c'est-à-dire, nous prenons garde à la chute pour que, quand je dis nous, que je sois dans ma tâche journalistique sur ce plateau, nous faisons quand même partie d'une société. D'accord? Même si elle n'est pas société politique, nous sommes quand même électeurs. On est d'accord? Alors, si cette incohérence prévaut, il faut que c'est nous qui sommes, en fait, les communicateurs adéquats de ces messages de la Sénat. La Sénat n'ira pas proclamer, je vais dire, ce calendrier ou bien vulgariser ce calendrier auprès du citoyen lambda si ce n'est pas le journaliste. Alors, nous sommes en quelque sorte le porte-parole de toutes ces institutions-là. Si donc, je me permets de naviguer dans cette analyse incohérente telle que la Sénat me l'a confiée, d'autres vont croire que, bon, je suis un journaliste critique, je suis ici, mais ce n'est pas ça. Il faut qu'on sente que toutes les parties soient
constituer, interpeller dans les mécanismes de la veille citoyenne. Jacques Awansou, et quelle partie n'a pas été prise en compte dans ce processus qui justement qui aboutit à la remise officielle de ce document selon vous? Je ne saurais dire, puisque je ne suis pas politicien et je ne suis pas politique, je dis que je suis convaincu que toutes les parties, quand je parle des partis, on en a 3. Il y a les politiques, il y a la société civile et il y a les électeurs. La catégorie des 3 partis doivent être associés. Les voilà. C'est-à-dire les institutions, les politiques et autres, la société civile, les électeurs. Est-ce que les électeurs, est-ce que les électeurs là sont consultés avant même. Vous auriez souhaité que les électeurs soient consultés aussi, c'est consultés, parce qu'on ne peut pas parler, en fait, c'est un calendrier qui vaut à la portée de tout le monde. Pourquoi je peux consommer, c'est-à-dire ce que je n'ai pas cultivé moi-même, ce que je n'ai pas, je ne sais pas, qu'est-ce qui est à la base de cette préparation. C'est vrai, je suis malade, vous me faites une proposition de posologie, je ne peux pas l'avaler, ce médicament-là, sans pouvoir... Nous allons revenir à vous, Jacques Tiekwemi Awansou, Elie Adeleye, vous avez suivi un peu une insuffisance que relève peut-être Jacques Tiekwemi Awansou. Bon, je le comprends, je l'ai suivi avec attention, et il a constaté qu'il y aurait des incohérences au sein des activités programmées par cette institution. Bon, je crois que de notre position de journaliste, c'est quand même de notre devoir d'interpeller cette institution vis-à-vis de ce chronogramme. Maintenant, il y a quand même des voies quand même légales par lesquelles on peut toucher la Sénat. Voilà ce que vous nous avez proposé comme chronogramme d'activité. Maintenant, entre celle-ci et celle-là, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une incohérence? Non, à la Sénat de nous dire s'il y a les raisons pour lesquelles ces activités sont conçues de telle façon, ou quand même s'il y a une incohérence, je crois que le bon sens que voudrait quand même que la Sénat puisse quand même présenter ses excuses, dire bon voilà, c'est vrai, ce sont des détails qui nous ont échappé de par le passé. Bon, l'humilité voudrait quand même qu'on le dise aux hommes des médias que nous sommes, qu'on puisse c'est vrai, ce n'est pas bien de voir quand même un calendrier. Je suis d'accord avec vous parce que là, c'est quand même une élection qui doit quand même faire école, Donc, de notre position de journaliste, on peut quand même passer par les voies légales pour interpeller la Sénat. Je suis d'accord, Mathieu. Excusez-moi, je suis d'accord, Mathieu. Mais vous voyez, ça ne peut pas échapper à la Sénat. Si véritablement ce calendrier a pris pas toutes les portes possibles, ça ne devrait échapper à personne. Ça ne devrait échapper à personne, c'est sincère. La perfection n'est pas de ce monde. Oui, Amel, vous savez, sur cette question, je voudrais dire à mon confrère Jacques qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Les acteurs les plus concernés, ce sont les partis politiques. Le chronogramme a été publié, nous sommes à fin avril. Les partis politiques n'ont pas tellement, pour le moment, pour ce que je sais de l'actualité au Bénin, les partis politiques n'ont pas parlé d'incohérence du chronogramme. Si ce n'est, ce qui focalise l'attention, je pense, c'est le code électoral. Je ne parle pas pour soutenir tel camp ou tel camp, mais pour le moment, s'il y a une institution qui est une institution arbitre, qui émet un chronogramme, pourquoi la Sénat devrait aller vers les électeurs pour pouvoir faire son chronogramme? Je pense que la Sénat a aussi un rôle, a un pouvoir à exercer. Et je voudrais dire à nouveau que tant que les partis ne trouvent pas assez pertinent de arrondi sur le chronogramme, je ne pense pas que ça gênerait le déroulement. Des élections. Alors, nous allons passer au second thème de cette émission. Mesdames et messieurs, après les critiques ouvertes à l'encontre du pouvoir dont il est pourtant partisan, j'allais dire en février dernier, le président de l'Est-Parti du Renouveau démocratique PRD est revenu à la charge ce 15 avril, profitant de la tribune de sommet des jeunes. L'ancien président de l'Assemblée nationale a lancé un appel solennel à l'unité nationale et à la réconciliation politique
au Bénin. Cette sortie justement de Maître Adrien Ongwedji, aujourd'hui, nous allons aussi en parler avec vous. Comment voyez-vous justement cette sortie, cette nouvelle sortie justement, j'allais dire, du président Maître Adrien Ongwedji? Merci Mathieu. Je m'étonne de ce regain d'activité du président. Bon, je ne sais pas s'il faut dire président du PRD, mais l'ex-président de l'Assemblée nationale. Et vous voyez, la dernière sortie, c'est face à la jeunesse. Je m'étonne parce que c'est rare ces sorties envers la jeunesse. Pourquoi est-ce que maintenant qu'il se retourne contre le pouvoir auquel il a participé d'une façon ou d'une autre, il voudrait maintenant rencontrer les jeunes pour le nom? Moi, je voudrais que, et je le dis une fois encore, mon point de vue n'est pas de dire que non, Maître Adrien Ongwedji n'a pas raison. Non, moi, je voudrais que les acteurs politiques majeurs comme lui puissent réellement plaider pour les causes qui tiennent à cœur aux jeunes. Ce qui tient à cœur aux jeunes du Bénin, c'est pas la politique à plein temps, non. C'est les problèmes. Il y a des choses qu'on peut reprocher au régime du président Talon. Et on aimerait, on aurait voulu que l'ex-président de l'Assemblée nationale, à qui le peuple n'a pas manqué de faire confiance également, et on aimerait qu'il aille dans ce sens, dans un tel sens, que de revenir aujourd'hui renier carrément le bilan, je vais dire, ou les actions de quelqu'un dont on croyait qu'il était proche. Bon, moi je voudrais juste dire que c'est étonnant et venant de lui, c'est difficile à accepter. Parce que quoi qu'on dise, à l'arrivée du président Patrice Talon, je me rappelle, la charte des partis politiques, c'était sous lui. Et à l'Assemblée nationale, mais en face du président de la République, j'ai suivi, lui-même avait du mal à défendre la mise en œuvre de cela. Donc pour des acteurs majeurs comme lui, moi je préfère les noter dans les faits que dans la théorie, parce que franchement notre pays excelle en matière d'intellectuels et on est reconnu partout. Mais dans les faits, il faut qu'il y ait de la cohérence dans vos actes. Il faut que nous, on puisse vous prendre pour exemple. Sinon, ne venez pas devant nous. Maître Adrien Ongwedji a rencontré les jeunes, ça fait combien de temps? Et maintenant, il y a un sommet de la jeunesse qui est né très rapidement. Et non, on aurait voulu, on ne dit pas que tout est bon au niveau de la mouvance, mais on aurait voulu que des acteurs comme lui fassent un peu l'équilibre, ou tout au moins, si vous choisissez un camp, essayez de travailler en soudine pour améliorer, mais d'un jour à l'autre, qu'ils viennent pour tout remettre en cause. Je pense fondamentalement qu'il est comptable de certaines choses. Nouvelle sortie médiatique de Maître Adrien Ongwedji. Est-ce du divorce politique ou en tout cas individuel, ou c'est une anomalie consensuelle? Dites-nous. Bon, est-ce que je peux dire que c'est un divorce? En tout cas, ce que je sais, c'est que le président Maître Adrien Ongwedji, quand même, s'est illustré ces derniers temps, une illustration que je n'ose pas qualifier. Maître Adrien Ongwedji est quand même une des grosses cylindrées de ce pays, quoi qu'on dise. C'est vrai qu'il a longtemps fait l'opposition, mais depuis l'arrivée du président Patrice Talon, il a quand même souhaité que c'est l'homme qu'il fallait. Et si, bon, pour ne pas le citer, il a quand même apprécié à travers des expressions que le président Patrice Talon a hérité quand même d'un Bénin descendu de son piédestal et que sais-je encore. Donc, sur une longue durée, il a quand même cautionné la gestion ou la gestion du président Patrice Talon. Donc, ça m'étonne que ces derniers temps, l'homme saute
pour critiquer, ça, il s'est mis dans une position d'homme critique pour remettre en cause la gestion du président Patrice Talon. Pour moi personnellement, ça me gêne un peu. C'est vrai que je parle d'abord de la chute de mon confrère Amel tout à l'heure. On a dit oui, la jeunesse a organisé un sommet pour la jeunesse, c'est vrai. Il faut quand même que cette trempe se retrouve pour débattre des questions pouvant leur permettre de mieux se repositionner. La politique n'est pas pour un jeune une activité, c'est vrai. Beaucoup sont aujourd'hui ces jeunes-là qui veulent s'essayer à la chose, mais en réalité, faudrait pas que ce soit une activité. Ça devait en réalité être un job. Vous voyez, mais beaucoup sont ces jeunes-là qui veulent aller en politique. Mais lorsque vous avez envie d'aller en politique, que des gens de cette trempe vous disent des choses, ça quand même, il y a un problème d'éthique pour moi. Ça c'est moi qui parle. Hein. Il y a un problème d'éthique qui se pose parce que on ne peut pas être acteur d'un système, mais à quelques jours ou à quelques mois de la fin, on vient le critiquer. Non, quoi qu'on dise, le président Adrien Ngouedi a été quand même comptable de ce que nous vivons aujourd'hui, de ce que le président Patrice Talon, quoi qu'on dise quand même, hein, a fait son temps. Ça peut ne pas intéresser tout le monde. C'est vrai, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais le président Patrice Talon a quand même réussi à marquer positivement les esprits. Et les couacs, il peut exister, mais qu'on trouve quand même les voies légales, les voies idéales pour le dire, mais se mettre à critiquer, pour ma part, ce n'est pas la bienvenue. Ce n'est pas la peine. Jacques Tchekwemi Awanso, nous l'avons écouté, nous l'avons entendu tout à l'heure. Elie Adeleye l'a dit, le président Patrice Talon a hérité d'un pays fragilisé, fragmenté, descendu de son piédestal. Aujourd'hui, nous le voyons peut-être dans une posture et un regard d'adversité envers le pouvoir dont il est partisan, Jacques Awanso. Merci Mathieu. D'abord, je voudrais se rappeler quelque chose. Quand une figure politique comme le président Adrien Ngouedi parle, il faut qu'on écoute au-delà des mots. Puisque c'est tout un système qui est mis en question. Je dis quoi que c'est tout un système qui est mis en question. Adrien Ngouedi, j'aurais entendu un de mes confrères dire tout à l'heure, dans sa chute, qu'il a été comptable de tout ce qui a été mis sous le président Patrice Talon. Je suis d'accord. D'accord? Je suis d'accord. Mais la question pertinente de cette thématique-ci, s'agit-il d'un divorce politique individuel ou d'une anomalie collective? Écoutez, si je dois répondre, je répondrai en deux facettes. Allez-y. La première facette, oui. S'il s'avère que la position actuelle du maître Adrien Ngouedi face à la mouvance présidentielle est un divorce politique individuel, c'est donc la liberté d'expression qui lui donne ce monopole de pouvoir s'exprimer lorsqu'il ne se sent pas donc bien avec le consensus établi avec, je vais dire, le président Patrice Talon. Puisque, nous n'oublions pas, Adrien Ngouedi incarne tout un parti politique. Et jusqu'à demain près, il reste le PRD, comme il a toujours soutenu dans ses propos. Si donc cela s'avère un divorce politique individuel, moi, je ne trouve rien contre lui. Il est dans sa posture de dire, bon, oui, je suis d'accord. C'est un peu comme le mariage entre un homme et une femme. Bon, si tu es d'accord, on reste ensemble. Si tu n'es pas d'accord, et puis tu continues. Mais si tu acceptes être d'accord et qu'on travaille, mais à un niveau donné, il y a une incohérence quelque part, il faut que je sois en mesure de te le dire. Je ne peux pas me permettre, excusez-moi. Est-ce la meilleure manière pour vous? Je ne peux pas me permettre, d'accord, d'accepter des propos susceptibles de m'aliéner, moi, de ma personnalité. Si je travaille avec vous, et à un moment donné, sur les principes sur lesquels nous sommes établis, vous ne fonctionnez plus ces principes. Ah non, je dois parler. Avant que Adrien Ngouedi ne sorte, je suis convaincu qu'il aurait pris par des voies légales et que ça n'a pas abouti. Sa première sortie médiatique, rappelons-nous, je ne rappelle pas la date, mais c'était pour inviter quoi? À la libération des exilés politiques. C'est dire qu'il aurait parlé plusieurs fois de cet aspect-là, mais personne ne l'a écouté. Je reviens alors sur la réponse de ma deuxième facette, concernant la deuxième facette de la thématique. Vous parlez de l'anomalie collective. Alors, si c'est une anomalie consensuelle collective, faisons attention. Je dis que c'est tout un système qui est mis en question. Ça prend en compte tout le Bénin, c'est la démocratie qui est en marche. Et ça prend en compte tout le montant d'exception. Que tu sois journaliste, acteur politique, acteur, je ne sais pas quoi,
ça te concerne. Quand il s'agit d'une anomalie politique, consensuelle et, je veux dire, collective, c'est grave. Ça prend en compte tout un système. Quand je dis que cela prend en compte tout un système, il faut comprendre que la jeunesse dont vous parlez, que la jeunesse, écoutez, la politique, c'est une école, ce n'est pas une activité, ce n'est pas un job. La politique, c'est une école où tu dois nécessairement prendre ce diplôme, c'est-à-dire le diplôme de cette école-là. Ce n'est pas la politique politicienne dont je parle, mais quand nous parlons de la politique, c'est toute une doctrine en général. Il faut nécessairement que nous allions tous à cette école, en tant que journalistes ou pas. Alors, si la jeunesse invite le maître Adrien Humbouilly à son sommet, c'est bien parce que la question en cours, sinon le système mis en question, concerne véritablement la jeunesse. À qui voulez-vous laisser cet état quand vous allez finir, si ce n'est pas à cette jeunesse-là? Voilà que vous n'invitez pas cette jeunesse à cette école-là. Vous ne lui rendez aucun message. Vous ne lui donnez aucun enseignement sur la procédure légale, sur les voies normales à suivre pour pouvoir concrétiser les rêves préétablis dans des documents. Maintenant, comment voulez-vous? Vous voulez appeler cette jeunesse-là du jour au lendemain pour lui dire « Ah, jeune, viens rester à tel poste ou bien viens faire ceci. » Ça ne se fait pas. Même vous qui êtes là, Mathieu, il vous a fallu que vous ne preniez pas des étapes avant d'arriver là où vous êtes ici. Il faut, si vous n'étiez pas à l'école de l'un, vous seriez à l'école de l'autre. Donc, quand je dis que la politique est une école, la sortie du maître Adrien Humbouilly, dans un premier temps, serait peut-être un divorce politique individuel. Et là, la liberté d'expression lui donne le monopole de pouvoir s'exprimer quand il n'est pas d'accord. Quand donc je dis que la politique est une école et qu'il faut aller à cette école avec le maître Adrien Humbouilly, si donc c'est une anomalie consensuelle collective, il faut que nous tous, nous pouvons nous interpeller en fait. Il faut qu'on s'interpelle nous-mêmes pour qu'on dise, ah, qu'est-ce qui veut se passer? Ce type-là ne sort pas. Hein. Quand il est sorti, qu'est-ce qu'il veut dire? Point d'interrogation. Alors, Amel, certainement, veut dire quelque chose à propos. Je veux dire que mon confrère est en train de circonscrire un peu le débat. Si je dois revenir à votre question. Vous savez, Maître Adrien Humbouilly, même si c'est un divorce individuel qu'il fait, il doit s'excuser tout au moins auprès de nous jeunes, pour qu'il est... Voilà, il prétend être un modèle. Oui, parce que vous savez, les premières déclarations, moi j'ai suivi, c'est la libération des détenus politiques. On n'est pas contre. Moi, je ne suis pas contre dans ma posture de journaliste, je ne suis pas contre. Mais, dites-moi, l'alliance entre le PRD et l'UP, c'est intervenu à la veille des élections présidentielles dernières. Et juste après, il y a eu des détenus, non? Mais Maître Adrien Humbouilly n'avait pas vu ça. Il y a eu d'autres cas, il n'avait pas vu ça. C'est pour dire que il y a des choses, nous jeunes aussi, on n'est pas naïfs. C'est-à-dire, il y a des réactions qu'on attend pas de certaines personnes. Ou du moins, on attend certaines réactions de lui, mais il n'a pas incarné cela. Moi, je suis désolé qu'il soit dans cette posture. Je préfère, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué son nom, mais je préfère la posture du président Soglo, hein, qui, vous voyez, fait le tour des infrastructures pour dire oui, vous faites bien, mais derrière, en même temps, il tape du poing sur la table pour dire non, faites ci. Mais quand vous êtes là, et vous êtes même acteur majeur, vous êtes actif. Le président Soglo n'est plus acteur vous ne le voyez si actif. Non, voilà, son parti n'est plus... Il a son influence, mais son parti n'est plus si actif que ça. Mais Maître Adrien Humbouilly revendique un activisme au niveau de son parti. Ça n'a pas été facile, comme lui-même il a dit, de mouler son parti dans l'UP. Quand vous voulez être aussi actif et que vous vous souciez de nous jeunes, je pense que dans le déroulé, parce que c'est pour ça que je remonte à la date, à la période où cette alliance a été nouée. Depuis cette alliance, il n'y a pas eu d'anomalie. C'est en fin de régime que tout est mauvais et c'est en moins d'un an qu'il
il faut tout revoir. Je pense que c'est là où peut-être que sur certains aspects, il a raison, mais il est dans une mauvaise posture, je trouve. Il est dans une mauvaise posture, hein, trouve Amel Ronposa du magazine Le Souverain, il y a délayé. Oui, Maître Adrien Oubedi, lors de sa dernière sortie, pour moi, je suis resté sur ma faim, il ne m'a pas convaincu. C'est vrai qu'il a parlé au sommet de la jeunesse béninoise, mais c'est une sortie qui, pour moi, n'a pas sa raison d'être. Hein. Et non, on attendait mieux que lui. Et quoi qu'on dise, Maître Adrien Oubedi est quand même une icône. Donc, pour avoir fait son temps, on devait quand même le voir lors des débats, mais on devait le voir dans des débats constructifs. Ce qu'il a dit pour moi, c'est vouloir remettre en cause la gestion du président Patrice Talon. Amel l'a dit tout à l'heure, mais il a quand même participé d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que après les élections, qu'on a voulu sa présence au sein de l'UP, ou bien qu'on a voulu sceller quand même ce mariage, vous savez, allez interroger l'histoire, il a dû forcer les choses. Il a tout fait pour que, même si le R doit exister, que l'arc-en-ciel existe, ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même il y a des gains qu'il n'a pas eu. C'est certainement cela qui est en train de le fâcher et il a envie de se repositionner aussi politiquement parlant. Donc, c'est ça qui a fait que le président, le maître Adrien Oubedi, pardon, a choisi quand même parler pour ne pas laisser toutes les carottes, pour que toutes les carottes du moins soient cuites avant qu'il ne parle. Il a parlé, mais pour moi, c'est quand même une sortie qui n'a pas sa raison d'être. Jacques dira que la politique est une école, il faut s'inscrire, raison pour laquelle la jeunesse doit également suivre certaines voies aujourd'hui pour se faire en tout cas une place dans la politique. Oui, Maître Adrien Oubedi, je l'ai dit, a été quand même une icône. Ce n'est pas que tout est mauvais en lui, tout n'est pas mauvais en l'homme. Il a quand même servi ce pays, il a quand même, c'est vrai, à un moment donné, il a quitté ici. Mes souvenirs sont bons, hein, si je suis fidèle à ce que j'ai lu. Oui. Il a quitté quand même le pays. C'est plusieurs années après qu'il est revenu. Pourquoi? Parce qu'il a à cœur le développement de son pays. Il a envie de participer. Ça devait être des modèles. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut chercher maintenant à balayer du revers de main, peint en noir, tous les efforts. Non, on l'a fait. On a quand même gravi des échelons. Sous le président Patrice Talon, le Bénin a avancé. Je suis d'accord qu'on ait envie de critiquer, mais qu'on apprécie tout au moins ce qui est fait en moins de 10 ans. Une décennie, ce n'est pas facile. Il s'est tué, mais il a parlé, mais pourquoi maintenant? C'est la question que moi je pose. Voilà. Maître Adrien a parlé, oui, mais pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Après les élections, les débats, même avant, lorsque les projets de loi sont déposés sur la table des députés, il est quand même quelqu'un qui a sillonné cette sphère, la sphère politique. Il sait un peu comment cela se passe. Est-ce qu'il a, entre-temps, dans ses prises de parole, dit qu'il a abordé des députés face à des projets de loi? Non, on a applaudi quand c'est bon, mais maintenant, comment l'on n'a pas peut-être eu sa part de gâteau, maintenant il faut montrer qu'on n'est pas content. Non, les exilés politiques, si entre-temps il y en avait, on aimerait quand même que tout le monde revienne, des prisonniers politiques, si entre-temps il y en avait, qu'on laisse tout le monde, mais si d'aventure la loi voudrait quand même que certains répondent de leurs actes, moi je ne trouve aucun. Alors Jacques Awansou, nous allons revenir à vous. Hein. Une dernière question en guise de conclusion pour cette rubrique justement, l'hebdo. Des éditorialistes, j'allais dire, de ce dimanche. Vous voyez le président, l'ancien président Adrien, l'ancien président Nicéphore Soglo plutôt effectuer des sorties d'appréciation. Il va visiter les chantiers et tout aussi. Elle n'est pas aussi, cette figure aussi n'est pas des moindres dans l'appareil politique au Bénin. Comparativement au maître Adrien Oubedi, en tout cas, une école qu'il faut donc aller. Pourquoi ces derniers moments? Vous allez en tout cas nous en parler quelques secondes rapidement. Profitez également pour conclure. Merci Mathieu. Je voudrais rappeler un fait sur lequel mes confrères ont tiré tout à l'heure leur sonnette d'alarme. Rapidement. Je suis d'accord, mais écoutez, la sortie de maître Adrien Oubedi n'est pas parce que j'ai dit à la fin du mandat qu'il est sorti pour peindre en noir, non. Écoutez, est-ce que vous êtes interrogé pour savoir s'il aurait mis par des voies légales
des plaintes contre ces actions qu'il est en train de ressortir et que nous voyons aujourd'hui en Dans noir. cette déclaration, ils n'en ont pas fait cas, Jacques. Dans cette déclaration, ils n'en ont pas fait cas. Écoutez, il peut ne pas en faire cas. La politique dont on parle, c'est-à-dire, quand tu vis quand tu es à cette école-là, tu dois savoir parler et tu dois savoir dire, tu dois savoir agir. Jacques Tsepemi, que direz-vous justement pour conclure, s'il vous plaît? Ce que je dois dire pour conclure simplement, c'est quoi? Ne diabolisons pas en fait la sortie de Maître Adrien Ngouidji. Parce que j'aurais entendu un politique ou un politicien qui s'auto-proclame en fait politologue dire que il faut désenvoûter le président, le Maître Adrien Ngouidji. C'est pas. Je veux pas citer son nom, mais j'aurais entendu ce politique qui dit cela. Et je l'ai lu même à la une d'un journal, La Boussole. Écoutez, c'est grave ce propos-là. Il ne faut pas diaboliser la sortie d'une icône, c'est-à-dire d'un sage politique, d'un personnage dont nous ne pouvons même pas discréditer la personnalité. D'accord? Ça, c'est ma première conclusion. Ma deuxième, sinon la seconde conclusion, n'apprécions pas les choses à leur forme. Allons aussi dans le fond. Voyons si véritablement, tel que c'est cette forme-là, est-ce que c'est véritablement ainsi que vit aussi le fond? Et j'en ai fini. Merci. Merci Jacques Tsepemi Awansou, Eli Adeleye. Nous allons revenir à vous quelques secondes rapidement pour conclure. Oui, merci amis auditrices, auditeurs, amis téléspectateurs de ETélé. Merci pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ce plateau. C'est vrai, nous sommes déjà à la fin. Le temps passe très vite. Très vite. Merci. Maître Adrien Ngouidji est sorti. Pour moi, c'est une sortie de trop. Donc, qu'il nous prouve, nous jeunes, qu'il est véritablement une icône telle que nous le disons, qu'il s'agisse un tout petit peu. Cela arrangerait davantage la jeunesse béninoise. Merci Eli Adeleye. Armel, on passe à vous pour votre mot de fin. Oui, merci cher Mathieu. On n'est pas contre Maître Adrien Ngouidji. C'est un acteur majeur que nous avons connu en grandissant. Et tout ce que nous disons, c'est que c'est un peu, même s'il a raison sur des pans donnés, c'est que il vient le dire en retard, beaucoup trop tard. Je ne vois pas quel temps ses alliés ont pour corriger ce qu'il dit. Donc, on aurait voulu qu'il parle dans un autre cadre ou que ce soit un cadre plus intégré, parce que ça, personne a vraiment participé. Mais pour conclure, moi, je vais dire aux acteurs politiques majeurs comme lui de faire attention. Et de l'autre cas également, parce que, quoi qu'on dise, c'est un acteur majeur et vous avez entendu, c'est en ça, vous avez suivi le président Talon quand il a été interrogé sur une Jeune Afrique. Sur cette question, il a dit que c'est du leurre. Donc, même si vous n'êtes pas d'accord, il ne faut pas que les gens jettent de l'huile sur le feu. Sachons raison garder, parce qu'à la fin, c'est les populations qui en pâtissent. Sachons raison garder, courtoisie oblige pour que, même si Ngouidji n'a pas raison, même si Talon n'a pas raison, nous jeunes, je suis ravi que Ngouidji, le Maître Adrien Ngouidji, curieusement s'intéresse à la jeunesse, mais si vraiment ils aiment la jeunesse, qu'ils fassent tout pour s'entendre sur l'essentiel. Merci. Merci à vous, mesdames et messieurs. Ita Missa Est. Cette rubrique ferme ainsi ses portes ce dimanche 20 avril 2025. Il était question, mesdames et messieurs, du chronogramme des élections générales de 2026 rendu public justement par la Commission nationale autonome Sénat. Tout simplement, quel regard sur le fond et sur les démarches, mesdames et messieurs, les avis des invités en plateau. Vous les avez donc eu. Nouvelle sortie médiatique de Maître Adrien Ngouidji, ancien président de l'Assemblée nationale, du divorce politique individuel ou de l'anomalie consensuelle et collective. Ils en ont également parlé en ce studio avec moi, Armel Roncoso. Il est le DP du magazine Le Souverain, analyste politique, également Eli Adeleye, directeur de publication du journal Détermination Info, et Jacques Tsepemi Awansou, il est journaliste au niveau du journal Le Matin. Merci infiniment de nous avoir suivis, même si l'hebdo des éditorialistes, oui, finit ainsi. Dimanche, c'est politique se poursuit. Bonne fête à chacun, bonne fête à tous. À la prochaine.